Bonjour à vous les petits loups, alors du coup on se retrouve pour le premier extrait de la nouvelle séquence. Alors je vous fais juste un point sur cette nouvelle séquence qui va porter sur le fantastique et qui s'intitule Aux frontières du réel, puisque on va voir ce qu'est le fantastique, ce que sont ses caractéristiques et comment il permet justement de jouer avec les frontières de la réalité et justement de questionner les frontières de cette réalité. Voilà, mais on y reviendra. Donc, dans un premier temps, on va travailler sur plusieurs extraits qui viennent d'un seul et même texte, qui viennent d'une nouvelle de Maupassant. Je vous le présente plus, vous avez une biographie dans votre cahier. Et donc, ces extraits, vous pouvez les trouver des pages 126 à 131 dans votre livre. Voilà, je vais lire le texte et ensuite essayer de répondre plus ou moins aux questions tout en commentant. Voilà, vous verrez que sur mon texte, il y a plein de couleurs. Je vous mettrai cette correction dans votre... Pourquoi est-ce que... Donc je vous mettrai cette correction dans votre espace classe. Et voilà, alors n'hésitez pas si vous avez des difficultés à comprendre, ou enfin si vous avez besoin de plus d'informations sur le sujet. C'est parti. C'est parti. Je l'avais aimé éperdument. Pourquoi aime-t-on? Est-ce bizarre de ne plus voir dans le monde qu'un être, de n'avoir plus dans l'esprit qu'une pensée, dans le cœur qu'un désir et dans la bouche qu'un nom? Un nom qui monte incessamment, qui monte comme l'eau d'une source des profondeurs de l'âme, qui monte aux lèvres et qu'on dit, qu'on redit, qu'on murmure sans cesse, partout, ainsi qu'une prière. Je ne compterai point notre histoire, l'amour n'en a qu'une, toujours la même. Je l'avais rencontré et aimé, voilà tout. Et j'avais vécu pendant 1 an dans sa tendresse, dans ses bras, dans sa caresse, dans son regard, dans ses robes, dans sa parole, enveloppé, lié, emprisonné dans tout ce qui venait d'elle, d'une façon si complète que je ne savais plus s'il faisait jour ou nuit, si j'étais mort ou vivant, sur la vieille terre ou ailleurs. Et voilà qu'elle mourut. Comment? Je ne sais pas, je ne sais plus. Elle rentra mouillée un soir de pluie, et le lendemain, elle toussait. Elle toussa pendant 1 semaine environ et prit le lit, c'est-à-dire qu'elle est tellement malade qu'elle doit rester au lit. Que s'est-il passé? Je ne sais plus. Des médecins venaient, écrivaient, s'en allaient. On apportait des remèdes, une femme les lui faisait boire. Ses mains étaient chaudes, son front brûlant et humide, son regard brillant et triste. Je lui parlais, elle me répondait. Que nous sommes-nous dit? Je ne sais plus. J'ai tout oublié, tout, tout. Elle mourut. Je me rappelle très bien son petit soupir si faible, le dernier. La garde dit: Ah, je compris, je compris. Je n'ai plus rien su, rien. Je vis un prêtre qui prononça ce mot, votre maîtresse. Il me sembla qu'il l'insultait. Puisqu'elle était morte, on n'avait plus le droit de savoir cela. Je le chassai. Un autre vint, qui fut très bon, très doux. Je pleurai quand il me parla d'elle. On me consulta sur 1000 choses pour l'enterrement. Je ne sais plus. Je me rappelle cependant très bien le cercueil, le bruit des coups de marteau quand on la cloua dedans. Ah, mon Dieu, elle fut enterrée, enterrée, elle, dans ce trou. Quelques personnes étaient venues, des amis. Je me sauvai, je courus. Je marchai longtemps à travers des rues. Puis je rentrai chez moi. Le lendemain, je partis pour un voyage. Donc là, ici, voilà, vous avez le premier extrait. Donc ce passage a été choisi, en fait on a arrêté ce passage-là parce que globalement on vous présente le contexte. C'est un petit peu l'introduction, on vous fait une petite mise en situation, à quel moment ça commence, où en sommes-nous dans l'histoire, etc. etc. Voilà. Ensuite, vous allez avoir un deuxième extrait où vous avez une préparation, une espèce de, comment dire, sur l'état psychologique de votre narrateur, sur une transgression, et ensuite vous avez le dernier extrait sur les conséquences de cette transgression. Mais on n'y est pas encore, donc on va revenir à l'instant présent. Donc dans les questions, on vous demandait si on savait précisément où et quand se déroulait cette histoire. Et la réponse que vous avez tous pu fournir, j'en suis sûre, c'est non. On n'a aucune précision. On a des choses assez vagues. C'est ce qui est surligné d'ailleurs en rose. Pendant 1 an, sur la vieille terre ou ailleurs, un soir de pluie, le lendemain, pendant 1 semaine environ, dans ce trou, à travers des rues, chez moi, le lendemain, etc. Mais nous n'avons absolument rien qui nous permette de dire dans quelle ville ça se passe, à quelle période, etc. Alors, plusieurs possibilités là-dessus. Soit l'auteur a voulu que le lecteur, c'est-à-dire nous, que le lecteur donc puisse s'identifier à cette histoire. Et donc du coup, de ce fait, eh bien, il a décidé de nous mettre quelque chose d'assez... comment euh,
d'assez vaste en fait, de façon à ce qu'on puisse se dire on s'en fout de savoir si ça se passe au 19e siècle, au 20e siècle, au 15e siècle, ça se passe. Il y a une histoire d'amour, il y a un décès, ça peut toucher tout le monde, et voilà. Donc ça c'est la première chose, le fait que cette histoire elle puisse être la plus universelle possible, toucher le plus de monde possible. Ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, votre narrateur parle à la première personne du singulier. Il dit je et c'est lui qui raconte les événements. Donc du coup, il ne se sent pas forcément obligé de préciser où et quand ça se passe, parce que globalement, de toute façon, là, actuellement, il s'en moque pas mal. Voilà, donc ce sont les deux hypothèses qui peuvent vous permettre de comprendre pourquoi on a cette espèce de flou. Et puis globalement, ce sont des éléments parasites, c'est pas très important. En plus, comme vous le savez, on est dans une nouvelle, donc du coup, on a des choses qui sont assez concentrées, on va à l'essentiel, savoir où et quand ça se passe, franchement, c'est peut-être pas le principal. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le cadre. On vous demandait s'il était réaliste ou merveilleux. Petit rappel, le merveilleux, c'est lorsque la magie, le surnaturel, etc., ça existe et ça ne choque absolument personne. Prenez les contes de fées, prenez Cendrillon. Marraine la bonne fée, elle pop là, comme ça, et Cendrillon ne choque même pas. Elle est oh bonjour Marraine la bonne fée. Voilà, la Marraine la bonne fée change une citrouille en carrosse, des rats en chevaux. Et si ça avait été dans notre univers, soit on se serait demandé si on hallucinait, soit on serait parti en courant. Là, Cendrillon, bah, normal. Des trolls, des petites fées, des gobelins, des dragons, absolument personne n'est choqué. Voilà, donc du coup, là, dans les contes de fées, on est dans un univers merveilleux, ce qui n'est pas le cas dans l'extrait de Maupassant. On est dans un univers réaliste qui est ancré dans le quotidien. Preuve en est, les personnages. On vous parle d'un certain nombre de gens du quotidien, en tout cas du quotidien à l'époque de Maupassant. Si vous regardez dans votre texte, on vous parle ici de médecins. Donc, quand il y a quelqu'un qui est malade, forcément, on fait appel à des médecins. On a une garde malade et enfin, on a des prêtres qui ont beaucoup d'importance à l'époque de Maupassant où la religion a elle-même beaucoup d'importance. Donc ça déjà, c'est un premier élément du quotidien. Deuxième élément, l'évolution plus ou moins naturelle de la maladie. Elle rentre, elle est mouillée, elle a pris froid, elle tousse, ça s'aggrave, elle prend le lit, elle a de la fièvre, elle meurt. Voilà, rien de fantaisiste là-dedans, ça casse pas trois pattes à un canard, juste un déroulé normal. Et ensuite, on l'enterre. Et chose intéressante, c'est ce petit détail aussi qui ancre les choses dans la réalité. Les bruits que va faire le marteau lorsqu'il va taper sur les clous, lorsque l'on referme le cercueil. Voilà, donc tout ça, ça permet d'ancrer notre texte dans la réalité et donc du coup on est dans un cadre à la base réaliste, il n'y a rien de surnaturel, rien du tout. En fait, le surnaturel va venir bien après. Mais pour l'instant, c'est un univers dans lequel on pourrait plus ou moins vivre. En tout cas, c'est un univers normal au 19e siècle quand Maupassant écrit sa nouvelle. Cette histoire est racontée à la première personne du singulier, c'est-à-dire que le narrateur va dire je, et donc c'est ce qu'on appelle une focalisation, un point de vue, une narration interne. Votre narrateur, celui qui raconte l'histoire, vit également l'histoire. Il est un personnage de l'histoire, et donc du coup, l'histoire vous est racontée de l'intérieur. Et donc vous voyez à travers les yeux du narrateur, donc vous voyez ce qu'il voit, vous savez ce qu'il sait, vous ressentez ce qu'il ressent. En tout cas, c'est ce qu'on vous décrit. Mais vous n'en savez pas plus, au contraire de la focalisation externe. Mais ça, je vous laisse découvrir ça dans votre cours que je posterai. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas par mail, en commentaire, etc. Bien, donc on est à la première personne du singulier en focalisation interne. Dans quel état est notre narrateur? Eh bien, force est de constater qu'il a quand même l'air en état de choc, le pauvre petit chou. Donc il ne raconte que le strict minimum. On sait qu'il y a eu une histoire d'amour, mais on nous dit pas quoi. On sait à peu près combien de temps elle dure, mais sans précision supplémentaire. On sait que la femme qu'il aime rentre un soir de pluie, qu'elle tombe malade, qu'elle meurt et qu'il doit l'enterrer. Et c'est tout. Vous regardez, le texte est ponctué de je ne sais pas, je ne sais plus. Et nous avons cette mention du je n'ai plus rien su,
que vous trouvez à la ligne 21, juste après l'annonce du décès de la femme aimée. Et donc c'est l'élément déclencheur, c'est le choc. À partir de là, il ne sait plus rien, il ne se souvient que de vagues choses, des choses qui ont dû le percuter. Par exemple, son dernier soupir, le bruit des clous, enfin du marteau qui tape sur les clous quand on doit fermer le cercueil, etc. Mais sinon, c'est tout. Donc, on a également un texte qui est ponctué de je ne sais pas, je ne sais plus. On a une fois je ne sais pas et on retrouve 5 fois je ne sais plus. C'est quand même pas mal pour un texte qui globalement fait une trentaine de lignes. Voilà, et donc pourquoi est-il dans cet état? Eh bien parce que la femme qu'il aimait est décédée. Ce qui a de quoi être choquant quand même. Euh, alors, c'est sur le relevé, etc. Vous verrez que en fait, le vocabulaire qui insiste sur cette tragédie, il est très banal, ça reste factuel. On vous rapporte les faits. Elle rentre mouillée, elle tousse, elle prend le lit, elle a de la fièvre, elle a les mains chaudes, etc. Elle meurt, elle pousse un dernier petit soupir si faible, donc elle est morte, on l'enterre, on vous parle du cercueil, du bruit des coups de marteau, et ensuite on vous parle ici d'être enterré dans un trou. Bon voilà, c'est assez banal quand il s'agit d'un décès. Alors après, on peut se dire quand même que le narrateur est agité ici sur cette partie-là, donc ligne 28, parce qu'on a une multiplication des exclamations et en plus on a la répétition de enterrer, enterrer. Comme si on n'avait pas compris, mais c'est parce que je pense pour lui je pense que cette nouvelle pour lui est choquante et donc du coup il a du mal à l'intégrer et donc il répète. Voilà, donc il a un peu du mal à garder son calme. Les événements ne sont pas racontés avec précision. Je vous rappelle que on a encore pas mal de fois je ne sais pas, je ne sais plus, etc. lié à cet état de choc, peut-être une espèce d'amnésie traumatique. Cette histoire semble exclusive, passionnelle, voire obsessionnelle. D'accord. Est-ce bizarre de ne plus voir dans le monde qu'un être, de n'avoir plus dans l'esprit qu'une pensée, dans le cœur qu'un désir et dans la bouche qu'un nom? Rien qu'avec ça, vous savez qu'il ne voit qu'elle, il ne pense qu'à elle, tout son monde est bâti autour d'elle. Alors on peut se dire, ah c'est beau, c'est l'amour passionnel, etc. Oui, après... voilà, il y a un côté vraiment, elle est la seule chose à laquelle il pense, elle devient le centre de sa vie et donc on peut parler d'une obsession puisque ça ne s'arrête pas. L'intervention du premier prêtre, il va l'appeler votre maîtresse et donc du coup en fait cela permet de préciser que le narrateur et la jeune femme ne sont pas mariés, ce qui était très mal vu à l'époque de Maupassant. Euh, voilà, donc ça pouvait être jugé comme très négatif et à la fin de l'extrait, comme pour fuir tout ce qui s'est passé dans ce court laps de temps, le narrateur part en voyage, on ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas où, mais il part. Voilà, tout comme il est parti, il s'est enfui du cimetière pour aller errer dans les rues. Là, il s'enfuit également. Et c'est là que s'arrête notre premier extrait. Donc ici, on a dans le vif du sujet, donc on rentre sur un texte où on vous présente une histoire d'amour avec un décès et donc le personnage qui reste, qui nous raconte son histoire est en état de choc et du coup ça vous plante le décor. C'est à ça que sert ce premier extrait. Il plante le décor. Et après, ça va permettre de comprendre un certain nombre de choses sur la suite des extraits. Voilà, je m'arrête là pour l'instant, donc je vous referai très certainement une vidéo, euh, peut-être bien dans les instants qui suivent. Je la posterai peut-être pas tout de suite, mais en tout cas je vais travailler sur l'extrait 2, comme ça vous pourrez aller voir la correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, par mail, sur le NT, sur Pronote ou même dans les commentaires, j'essaye d'y répondre au plus vite. Et du coup, bah, je vous dis à très vite. Ça fait beaucoup de vite, mais enfin, vous avez compris le principe. Et surtout, 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 portez-vous bien, pas de stress, ça va aller. Ok? Bon, à bientôt les petits loups. Et travaillez quand même un petit peu, essayez de ne pas perdre le rythme. Voilà. À très vite.